7h-10h, la matinale avec Kim sur Peur FM. Il est de retour, bon, même s'il s'est blessé ce week-end au football. Après une heure, j'ai tiré. Asdin Ahmed Chaouch, bonjour. Bonjour, on a perdu en plus, on a été d'une nullité. La blessure plus la défaite. Et à la sortie, il y avait Hakim Gemili qui prenait un petit verre avec des amis. Il m'a vu en train de boiter, je me suis fait vanner. On salue Hakim, notre artiste humoriste évidemment qui passe régulièrement ici à la radio et il est chaud, Hakim, il est chaud dans ses vidéos. Alors comme d'hab, 2 kawa pour le prix d'un ce matin. Kawa sans filtre avec alors je vais l'appeler comme ça, une ex-future première ministre. Elle avait été annoncée longtemps comme favorite après les dernières législatives anticipées. C'est la candidate de la gauche, mais Emmanuel Macron n'avait pas voulu de sa nomination à l'époque, pour résumer. Elle est ex-directrice des finances à la mairie de Paris, économiste et haute fonctionnaire. Lucie Castet, on a parlé avant off et non pas Castets, ça, Castet. Castet, ouais. Castet, puis il y avait l'ancien ministre Castex, c'est Castet, merci, parce que je vais être peut-être l'un des premiers à bien le prononcer. Surtout si j'étais toi et que madame devient premier ministre, il vaut mieux que tu prononces bien exactement, son nom de famille. Ouais, on fait attention. Je suis pas rancunière. Alors merci d'être ici avec nous. Vous êtes la deuxième presque chef du gouvernement que nous recevons. On avait reçu Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen. Vous êtes tous les bienvenus. Si vous ne rentrez pas à Matignon, venez chez nous. Mais avant mon kawa brûlant, et pour ce kawa brûlant, on s'arrête sur un homme politique qui rêve d'être président de la République, mais qui pour le moment s'est arrêté à la région Auvergne-Rhône-Alpes, faute d'avoir trouvé en quelque sorte son public. Laurent Wauquiez, ex-ministre sarkozyste, ancien président des Républicains, il représente parfois avec caricature le glissement de la droite classique vers une droite radicale qui scande des propositions extrêmes, médiatiques, souvent juridiquement intenables et régulièrement dénoncées comme brutales. Dernière idée en date, vous avez dû en entendre parler, transférer les migrants en situation irrégulière à Saint-Pierre-et-Miquelon, oui, ce n'est pas une blague, cet archipel isolé au large du Canada, objectif affiché, éloigner les centres de rétention du territoire continental. Rien que ça, effet immédiat, une polémique nationale, des critiques venant de toutes parts, y compris d'élus locaux, et une interrogation simple, est-ce encore une mesure ou une mise en scène politique? Mais cette proposition ignoble n'est pas un cas isolé. Depuis plusieurs années, Wauquiez multiplie les annonces chocs ou choquantes, c'est selon, surtout sur les sujets régaliens, identitaires et sociaux. Allez, petit pense-bête, c'est mon post-it du matin. Sur l'immigration, il a proposé la fameuse suppression, de l'aide médicale d'État, l'expulsion systématique des étrangers incitant à la haine de la France. Alors, ce refrain classique anti-étranger, dont l'efficacité, je parle pour l'AME, la suppression, dont l'efficacité est régulièrement remise en cause, mais qui revient comme un boomerang quand nos politiques n'ont plus d'idées pour combler le trou de la sécurité sociale. Il y a aussi l'interdiction à vie de régularisation pour toute personne entrée illégalement. Des mesures directement inspirées des discours de l'extrême droite, parfois incompatibles avec la Constitution ou le droit international, mais ça, Wauquiez, ça n'a pas l'air d'être sa priorité. Trouver des solutions concrètes pour améliorer notre quotidien ne semble pas le motiver. Lui choisit d'occuper l'espace médiatique à tout prix. Alors, sur le plan social, il a également proposé de conditionner le RSA à 15 heures de travail hebdomadaire, une façon de, dit-il, responsabiliser les bénéficiaires. Mais pour les associations et de nombreux économistes, c'est une stigmatisation des plus précaires qui transforme une aide de survie en contrat forcé. Côté éducation, il ne recule devant rien. Il veut imposer, attention, un cours obligatoire de civilisation française. Rien que ça, à l'école. Et il propose aussi la suspension, le classique, des allocations familiales pour les parents d'élèves violents. Un retour assumé à une logique punitive qui met en cause l'universalité des droits sociaux et aggrave la méfiance entre institutions et famille. Sur l'écologie, il se distingue également, mais dans l'autre sens. Voilà, celui de la totale indulgence, voire du déni de réalité. Il s'oppose au zéro artificialisation nette, ce principe qui vise à protéger les terres agricoles et naturelles. Pour lui, c'est un frein au développement. Pour les scientifiques, c'est un abandon grave face à l'urgence climatique. Et puis, il y a ce moment clé, je sais, parce que j'étais à Quotidien, c'était un coup de quotidien de mon pote Paul Laroutourou en 2018, quand il donne un cours à l'EM de Lyon, l'école de commerce. Il a été enregistré à son insu par des étudiants. Il y critique Macron, Merkel et Nicolas Sarkozy. Il tient des propos particulièrement virulents, assumant même tenir un double discours. Ce qu'il dit en public, ce n'est pas ce qu'il pense en privé, dit-on de lui. Cette affaire ternit durablement son image et confirme ce que beaucoup soupçonnaient. Wauquiez est un des hommes politiques les moins sincères. C'est d'ailleurs le grand reproche qu'on lui fait souvent. Le vrai problème de Laurent Wauquiez, en fait, c'est qu'il a toujours agi comme un politique en campagne. Même ministre en 2007, je me souviens, j'étais jeune journaliste, il déjeunait avec des journalistes pour avancer ses pions et expliquer ses ambitions. Entrer un jour à l'Élysée,
Il a fait ensuite qu'imiter son mentor Nicolas Sarkozy en parlant de manière décomplexée au risque de franchir la frontière xénophobe. Alors ces prises de position visent exclusivement les plus faibles, les gens précaires et ceux qui profiteraient de la générosité de l'État, selon lui, une version plus cheap de l'Argentin Javier Milei ou de l'Américain Donald Trump. Pris dans une rivalité interne avec Bruno Retailleau pour la présidentielle, il semble perdu entre récupérer le leadership de son parti et exister face à la puissance électorale et médiatique de l'extrême droite, au risque de courir après elle. Malheureusement, quand on aime le répéter, en politique, les électeurs préfèrent toujours l'original à la copie. Voilà, Lucie Castet, la proposition de Laurent Wauquiez, vous en avez pensé quoi ? On rappelle, c'est Pierre Miquelon qui devrait accueillir des OQTF en clair, voilà. Parce que selon lui, il fait plus froid et qui seraient loin. Pour être très honnête, quand on m'a envoyé cet article, j'ai cru que c'était soit un article du Gorafi, soit un fake. J'ai pas cru qu'il avait vraiment pu dire ça, donc c'est totalement affligeant. C'est d'une part complètement délirant la proposition en elle-même, et puis ça dit aussi quelque chose de la façon dont Laurent Wauquiez considère nos territoires ultramarins. Enfin, il y a rien qui va dans cette proposition, donc c'est de la surenchère, c'est de la démagogie, c'est inacceptable. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est quasiment un double reproche qu'on peut lui faire. Bon, déjà une proposition xénophobe qui rappelle pas quand même des belles choses dans l'histoire française, c'est-à-dire de déporter des gens. Et comme vous le dites, il y a aussi une stigmatisation d'un territoire dont on assume qu'il est nul en fait. Exactement. Enfin, on relègue une population. Il y a rien qui va dans cette proposition, et à tel point que je pensais qu'il n'aurait pas pu aller jusque là. Est-ce que c'est actuellement justement le reflet d'une espèce de course à l'échalote de celui qui dira le plus de choses horribles contre les étrangers, même les Français d'origine maghrébine? Ce qui est certain, c'est que ce que vous soulignez là dans votre billet, à mon sens, renvoie à une réalité qui est malheureuse et qui est vraiment présente. C'est l'appropriation par toute une partie de la droite des idées de l'extrême droite. Et vous disiez, les électeurs préféreront toujours l'original à la copie. C'est pas du tout la stratégie du président Macron et de ses ministres successifs, de ses différents gouvernements qui ont donné des gages à l'extrême droite sur le plan intellectuel et idéologique depuis des années. Et on voit que ça fonctionne pas. Le président Macron disait en 2017, si vous m'élisez, vous aurez devant vous un barrage à l'extrême droite. En réalité, il est un marchepied, voire un facteur d'encouragement des idées d'extrême droite. Il participe à la diffusion des idées d'extrême droite dans notre société. Et ses ministres en sont aujourd'hui des artisans manifestement convaincus. Enfin, quand on a un ministre de l'Intérieur dont le RN lui-même dit il pourrait être notre porte-parole. C'est terrible. C'est terrible. Et moi, je déplore. Je veux dire, les divergences idéologiques en politique sont très bienvenues. Mais là, j'ai l'impression qu'on est en train de détruire à petit feu l'existence d'une droite dont je ne partageais pas les idées, par exemple sur le plan économique et social, mais une droite tout de même républicaine, très attachée à nos institutions, très attachée à l'état de droit, très attachée pour une partie à l'état social, y compris. Et j'ai l'impression que cette droite-là n'existe plus quand on a un Premier ministre qui parle de submersion migratoire, un Premier ministre qui est issu du centre. Qui se dit centriste, voilà. Qui est issu du centre, en tout cas issu qui parle de submersion migratoire, et que dans son parti, il n'y a pas de mouvement de rébellion. Je ne sais pas si c'est la tradition du MoDem de se rebeller, mais qu'il n'y a pas de mouvement de contestation de l'emploi de ces termes-là. Je pense que c'est non seulement notable ponctuellement, mais c'est aussi le signe d'une dérive idéologique qui me semble extrêmement préoccupante pour la France. Alors, j'ai envie de dire de manière cynique, normalement pour la gauche, la route devrait se dégager, c'est-à-dire si on va dire le centre droit se déporte vers la droite, voire vers l'extrême droite, la gauche devrait avoir le champ libre, et pourtant, on va revenir longuement, mais la gauche, elle semble dépassée. Les sondages sont quand même pas très favorables, même quand on additionne comme un enfant de CP toutes les voix potentielles de la gauche, qu'elles soient gauche PS ou gauche LFI. Elle n'est pas très haute, non? Bon, déjà, je suis pas dans ce milieu depuis assez longtemps, et je m'en réjouis pour être cynique. Vous avez une carte au PS ou pas? J'ai ma carte nulle part. Et c'est pour ça que j'ai été choisie. Enfin, c'est entre autres pour ça, j'espère que j'ai été choisie. Mais je suis pas dans ce milieu depuis assez longtemps pour me réjouir de l'extrême droitisation des idées sur l'ensemble de l'échiquier à droite. Je pense que c'est toujours une mauvaise nouvelle, et donc il faut pas réagir en se disant c'est une opportunité pour la gauche. Mais ceci étant dit, vous avez raison sur le fait que aujourd'hui, la gauche semble partir divisée. Elle a réussi quelque chose que peu de gens entrevoyaient entre les deux tours des élections législatives. Ça, il faut quand même le dire. Il y a eu une union que les gens n'attendaient pas. Les gens
que les gens espéraient et qui est advenu. Maintenant, elle semble partir un peu divisée pour les prochaines échéances électorales. Moi, j'essaye de travailler avec plein d'autres sur le fait de parvenir quand même à une candidature d'union. Je pense qu'il ne faut pas sacraliser, enfin il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier de l'élection présidentielle, mais c'est quand même une échéance très importante parce qu'on sait à quel point ça structure notre vie politique. On peut le regretter, mais en l'état de nos institutions, c'est comme ça. Donc moi, j'espère qu'on va avoir un sursaut unitaire. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que ce qu'on peut qualifier du peuple de gauche, alors c'est un terme très globalisant, donc avec des limites, mais quand même les gens qui votent à gauche globalement, ils ont envie que cette union perdure, et même les militants encartés chez les partis, ils ont souvent plus envie que les directions de partis que l'union perdure. Et donc je pense qu'il faut vraiment que les directions de partis entendent ça. Là, elles sont un peu prises dans leurs échéances à court terme, leur congrès, mais je pense que j'espère qu'à l'issue de ça, ils entendront l'appel à l'union. Oui, le grand Kahwa, Kawa, comme vous voulez. Je fais exprès de mettre l'accent. Et oui, c'est plus fun. C'est plus fun. Lucie Castet, mon invitée, elle ne m'appartient pas, notre invitée à toutes et à tous. Alors, vous avez failli devenir première ministre. C'était au lendemain de la dissolution et on va dire, après les élections anticipées législatives. Vous y avez cru ou pas ? Quand même. J'ai jamais cru que c'était l'hypothèse centrale pour le président de la République. La suite m'a pas détrompée. Mais j'ai pensé que c'était une option possible, bien que pas la plus probable. Ouais. Mais j'ai quand même pensé que c'était possible. Notamment parce que je savais que beaucoup de gens dans l'entourage du président de la République lui disaient en fait, il faut que tu la nommes première ministre et que tu lèves l'hypothèque. D'accord, oui. Donc il y avait des conseillers, enfin du moins des gens qui murmurent à son oreille, comme on dit, qui poussaient pour ça. Oui, et en fait, je pense que ça aurait été une option intelligente pour lui, dans la mesure où ça lui aurait permis de démontrer, si c'est ce qu'il pensait, que la gauche n'était pas en mesure de gouverner parce que faisait pas assez de compromis. Moi, j'avais dit dès le départ qu'on serait obligé de trouver des accords texte par texte au-delà du nouveau Front populaire. Je pense qu'en réalité, ce qui lui a fait peur, c'est la période avant la reprise des travaux parlementaires, où là, nous, on aurait pu travailler sur la base de textes réglementaires, c'est-à-dire hors texte. Et notamment sur la retraite, notamment sur la retraite, mais aussi sur les questions salariales et sur les questions de points d'indice pour les fonctionnaires. Il reste très libéral quand même, il a ça dans le sang. Et donc je pense que ce qui lui faisait peur, ce qu'il voulait surtout pas, c'était qu'on remette en question la politique économique qu'il avait menée. Or nous, on avait entendu du résultat des élections législatives que les électeurs souhaitaient un changement de pied politique. Ça me semble difficile de le contester. Et donc on aurait mis en œuvre ce qu'on pensait être le mieux pour la France, pour les Françaises et les Français. Et donc c'est vrai qu'on aurait pris des textes réglementaires. Alors au début, vous étiez, comment on dit, la grande cote, la grosse cote. Il y avait pas mal de noms, même à gauche, plus connus. Au pif Cazeneuve, par exemple, Bernard Cazeneuve. Vous étiez totalement inconnu du grand public et d'un coup, comme ça, vous avez été présenté comme la candidate miracle. Comment on gère ça ? Parce qu'il y a quand même eu une nouvelle notoriété aussi à gérer. Avoir votre photo partout. Vous étiez plutôt quelqu'un de l'ombre, notamment. Enfin, à Paris, très connu, mais je veux dire, pour le grand public, non. Comment on gère cette espèce de notoriété comme une star de la télé-réalité qui n'était pas connue avant de faire son émission ? C'est une tornade. Je compare ça un peu à un décollage de fusée, même si j'ai jamais vécu un décollage de fusée, mais il y a une pression notamment médiatique qui est immense. Ce qui, moi, m'a permis de tenir, à part bien sûr ma famille, mes amis, c'est le fait d'avoir l'impression de faire quelque chose qui était attendu par les gens qui avaient voté pour les différents partis de gauche et les écologistes aux élections et qui s'étaient mobilisés. La mobilisation avait été massive. Et moi, quand Olivier Faure m'appelle pour me proposer ça, au début, j'ai beaucoup de mal à y croire. Et ensuite, je me dis que je peux pas, moi, laisser tomber cet espoir-là. Et donc, si ça doit passer par moi, ça passera par moi. Mais là, vous dites, j'ai les épaules, parce que qui a les épaules d'être Premier ministre ou Première ministre? C'est pas évident de se dire, est-ce que je peux... Regardez, on voit François Bayrou qui semble avoir une expérience et pourtant il a fait des erreurs de débutant. Je parle même pas des convictions, des réformes, je parle vraiment des erreurs de communication. Bien sûr qu'on se pose la question. La différence peut-être, c'est que moi je pensais qu'il fallait gouverner de manière beaucoup plus collégiale que ce qui est fait aujourd'hui. Et donc je me serais appuyé sur une équipe, notamment une équipe de ministres très solides qui connaissent bien les dossiers. Et puis par ailleurs... le prédécesseur, c'était Gabriel Attal, qui est quelqu'un de très jeune, sans expérience professionnelle. C'est vrai. Mais qui était dans le gouvernement. Qui était dans le gouvernement auparavant, qui avait une expérience de ministre. Mais je pense que c'est bien de, par exemple, connaître la fonction publique, le fonctionnement de l'État, etc. C'était votre force, dans votre CV, on va dire. Oui, et puis connaître un peu les questions financières. Et quand on sait la situation des finances publiques en France,
France, c'est pas inutile, mais bon, la principale différence, c'est l'idée de s'appuyer sur une équipe gouvernementale très solide et de travailler d'une manière totalement collégiale. Donc ça reposait pas exclusivement sur mes épaules, mais c'est vrai que c'est une énorme pression. On va revenir sur l'intérieur, mais on va un peu traverser les frontières. On parle encore d'Emmanuel Macron qui envisage la reconnaissance d'un État palestinien, calendrier juin, avec quand même des conditions. Hein. Ça va pas se faire d'un claquement de doigts. Il voit bien ça. Il voit bien cet avènement lors d'une conférence à New York co-présidée avec l'Arabie Saoudite. Bonne idée ou pas? Est-ce que ça arrive pas trop tard ou est-ce que c'est quand même bien déjà? Est-ce qu'on peut applaudir? On est sur Beurre FM, donc ici. La reconnaissance de l'État palestinien, c'est vrai que c'est plutôt dans la doctrine, on va dire, des auditeurs. Juste titre, à mon sens, moi je pense que c'est très bien de reconnaître l'État palestinien. Je pense que c'est tardif. Il y a des États de l'Union européenne qui l'ont fait bien avant nous. Je pense qu'il fallait le faire il y a longtemps. J'avais publié une tribune avec Bertrand Badi il y a plusieurs mois disant que c'était une des composantes de la solution politique qu'il fallait trouver collectivement pour mettre fin au conflit. Donc c'est tardif. Moi, évidemment, j'applaudirais si c'est ça, mais Emmanuel Macron a dit peut-être en juin, donc on est encore dans une période d'incertitude à cet égard. Et puis plus globalement, moi je trouve que la réaction de la France est trop timorée compte tenu de l'atrocité des crimes de guerre et des crimes qui touchent la population civile en Palestine. Et j'ai l'impression d'un peu un deux poids deux mesures quand on regarde les réactions françaises sur ce qui se passe ailleurs. Et enfin, la réaction française, par exemple, sur ce qui se passe en Ukraine est très forte et à juste titre. Mais j'aurais aimé le même type de réaction pour la Palestine. Vous le disiez dans les infos de 8h tout à l'heure, il y a encore des enfants qui sont morts là dans des frappes israéliennes sur un hôpital. Je pense que c'est absolument dramatique ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Alors il y a le gouvernement, mais il y a aussi on va dire des intellectuels français qui habituellement quand même occupent les plateaux télé et s'indignent, et c'est normal quand il y a des situations injustes avec des morts innocentes, et c'est vrai qu'il y a quand même un sentiment pas d'une indifférence mais d'un malaise quand on leur parle et quand on leur montre les images d'enfants tués, de familles tuées. Pourquoi, selon vous, en France, on a ce problème-là? C'est quoi? C'est encore la culpabilisation de la Shoah? Pour parler clairement, pourquoi? Moi, je pense que l'histoire, le bagage historique rend les choses compliquées, mais moi, par exemple, sur ce sujet, je me suis toujours exprimée très clairement et je suis évidemment pas la seule à l'avoir fait. Je pense qu'il faut condamner sans aucune réserve ce que l'armée israélienne et le gouvernement israélien fait à Gaza. Ça n'emporte pas toute la société israélienne. D'ailleurs, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a toute une partie de la population israélienne qui proteste très régulièrement contre la politique menée par Benjamin Netanyahou et son gouvernement, et qui est très peu entendue, très peu mis en valeur, y compris dans nos médias. Je pense qu'il faut parler de cette population israélienne qui est pro-paix et qui elle aimerait être davantage entendue. Et effectivement, moi je regrette vraiment ce deux poids deux mesures. Je regrette qu'en France on puisse pas dire plus simplement qu'il faut absolument préserver le droit international. Moi je pense que là on est dans un enjeu de quel modèle on veut pour le 21e siècle, quel est l'ordre mondial auquel on est en train d'assister. Est-ce que c'est un ordre mondial de la violence ou est-ce qu'on respecte le droit international et le droit humanitaire? Oui, et même ça, je me permets de vous couper la parole parce que vous dites quelque chose d'intéressant. Même le droit international est remis en question, c'est-à-dire qu'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale est vu comme un acte politique, et on essaie par exemple de discréditer le procureur qui propose ce mandat d'arrêt international. Or aujourd'hui, Benjamin Netanyahou est visé par un mandat d'arrêt international, et quand il fait des déplacements, notamment à Budapest. Oui, mais moi je pense que c'est vraiment un problème, et je pense que il en va de la crédibilité et de l'honneur de la France de défendre ses institutions internationales, et je pense que la France a su le faire par moments dans son histoire. Je pense évidemment à la guerre en Irak que la France avait refusé avec beaucoup de courage et de constance. Avec Dominique de Villepin et Jacques Chirac. Et Dominique de Villepin qui continue à porter un discours clair sur la question de Gaza. Et donc encore une fois, là par exemple, on en parlait tout à l'heure en début d'émission, c'est pas une question de clivage droite-gauche, c'est une question de clivage, notamment de respect du droit international. Et moi, j'aimerais que la droite puisse apparaître de manière plus claire du côté du droit international à ce sujet. Mais même la gauche, la question de Gaza et ce qui se passe au Proche-Orient, elle divise. Ça a été aussi une des questions quand même ça a été une divergence, c'est-à-dire qu'il y a eu, même avec le nouveau Front Populaire, on a le sentiment que LFI a été vu comme
très pro-palestinienne, et à l'inverse, il y a une partie du PS qui était un peu plus mesurée, que ça crée une espèce de ligne de fracture qu'on ne pouvait pas recoller. Ça a souvent été... D'ailleurs, les adversaires attaquaient là-dessus, quoi. Les adversaires attaquaient beaucoup là-dessus, mais pour l'avoir lu beaucoup de fois, le programme du nouveau Front populaire est très clair sur ce sujet et disait à la fois qu'il fallait condamner les atrocités commises à Gaza et arriver à la solution, notamment à 2 États, mais aussi prendre des mesures plus coercitives contre le gouvernement israélien. Mais il disait aussi qu'il fallait reconnaître les actes du Hamas le 7 octobre comme des actes terroristes, qu'il fallait absolument privilégier, mettre tout en œuvre pour que les otages encore aux mains du Hamas soient libérés, et que ça, c'était une condition d'une solution politique à 2 États. Donc le programme était assez clair. Oui, il y a eu ensuite, les adversaires ont joué sur les divisions, il y a eu probablement des maladresses de communication, je pense, et puis parfois voilà, des maladresses sur la présentation, notamment de ce qui s'est passé le 7 octobre. Moi, je pense qu'il fallait le condamner tout de suite et sans réserve, mais ensuite, je pense que c'est déplorable le fait qu'on ne puisse pas condamner ce qui se passe aujourd'hui à Gaza au jour le jour, qui est manifestement absolument contraire au droit international. Allez, parlons de vous un peu. C'est pas mal ça. J'ai l'impression que je suis Mireille Dumas. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, si on parlait un peu de vous. Oui, alors pour nos jeunes auditeurs, Mireille Dumas était la présentatrice d'une grande émission qui... Elle jouait la psy, elle rentrait dans la tête de ses invités. Non, alors, est-ce que vous allez jouer un rôle pour les prochaines échéances électorales? Alors, il y a déjà la mairie de Paris, on va dire pour vous, parce que quand même vous connaissez bien la mairie de Paris, puis aussi les législatives. Il y a aussi la future présidentielle. Moi, j'aimerais un peu savoir ce que vous allez faire. Parce que vous écrivez un livre qui va bientôt sortir, c'est ça? Vous pouvez nous donner le titre quand même, comme ça, faites de la promo. Alors, le livre sort le 2 mai et il s'appelle « Où sont passés nos milliards ?» Sans point d'interrogation, parce que j'espère apporter... Je peux avoir la réponse, moi. J'espère apporter des réponses. On va y revenir. C'est un essai plutôt d'économie. C'est un essai sur les services publics et les finances publiques. Mais ne teignez pas tout de suite votre poste de radio. C'est votre argent, restez là, vous allez voir. Non, mais surtout... J'espère le faire de manière pédagogique, et donc c'est un essai grand public qui essaye de détricoter l'idée selon lesquelles les caisses sont vides et on n'a plus les moyens, notamment de financer nos services publics. Donc j'essaie de démontrer objectivement que la dépense publique n'a pas explosé, que le nombre de fonctionnaires n'a pas augmenté de façon spectaculaire, et que les fonctionnaires ne sont pas très bien payés en France. Oui, et j'essaie d'expliquer pourquoi nos finances publiques sont asséchées progressivement, en partie du fait de la politique économique mise en œuvre. Alors ça, est-ce que vous allez l'utiliser pour jouer un rôle c'est très décorrélé pour le coup. Oui, je connais les politiques. Non, ils font des livres, c'est pas hasard. Mais je suis pas une politique. C'est pas un livre. Mais c'est pas un livre programmatique. C'est un essai de fond. Oui, c'est encore mieux ça. C'est un essai de fond. Vraiment, j'y tiens. Et ensuite, le rôle que je peux jouer dans les échéances électorales à venir, j'essaye moi de mettre tout mon poids qui est ce qu'il est, donc modestement dans le. Est-ce que vous allez entamer une carrière politique, vraiment une carrière politique? Parce qu'en fait, c'est marrant, c'est un peu du jamais vu, franchement. Vous avez entamé une carrière politique. On n'a pas eu de vous en politique sans que vous soyez entre guillemets femme politique dans ce qu'on peut attendre. Oui, c'est vrai. Je suis pas une femme politique élue, au sens classique du terme, c'est vrai. Je suis pas élue. Je suis pas encartée, surtout ça me distingue beaucoup des autres personnalités politiques. Ce que je vais essayer de faire déjà à mon échelle, moi, c'est d'œuvrer pour que l'union de la gauche demeure. Donc elle se reconstruise, elle se rebâtisse. Je pense que c'est pas du tout impossible. Rappelez-vous, au lendemain des élections européennes, personne n'aurait pensé que le nouveau Front populaire puisse exister. Les différents partis s'étaient un peu tapés dessus, faut le dire, pendant l'élection européenne, pendant la campagne. Ça avait laissé des traces et on pensait qu'ils n'arriveraient pas à s'unir, et ils ont réussi à s'unir à la faveur des élections législatives. Peut-être la gauche et les écologistes peuvent remercier Emmanuel Macron de leur avoir donné un coup de pouce à cet égard. Et donc moi, ce que j'espère, c'est qu'ils vont parvenir à s'unir de nouveau. Je pense qu'on n'a aucune chance de gagner les élections présidentielles si on part à 10 sur la ligne de départ aux élections présidentielles. Et puis il faut aussi penser aux élections législatives qui arriveront normalement, qui devraient arriver après les présidentielles. Peut-être qu'il y aura des législatives anticipées de nouveau, on ne sait pas. C'est vrai que là, il y a un calendrier plus trouble. Habituellement, on est sur le calendrier, on sait où on va, là, on sait même pas quand la prochaine élection nationale. On ne sait pas, Et il y aura, et ce qui est important aussi, vous en avez un peu parlé s'agissant de Paris, mais c'est partout en France, il y aura les élections municipales en 2026. J'imagine que vous allez être la gauche plutôt sortante, même si la maire de Paris n'est pas candidate à sa succession.
Ah, vous voulez dire à Paris? Non, Ouais, moi à Paris pour l'instant, il y a beaucoup de candidats du côté gauche écologiste de l'échiquier. Moi, je regarde ça avec beaucoup de bienveillance. Bon, ils n'ont pas besoin Vous de ne moi. pourriez pas être candidate, vous? A priori, non, c'est pas dans. Ça aurait été un beau scoop sur Beurre FM. Oui, c'est ça. Voilà, c'est important pour nous. Hein. On est vraiment à côté de l'autoroute. Là, on est à 5 mètres du périph' de l'autoroute. Non, mais je pense que c'est très important de parler des échéances de 2026, des échéances municipales, parce que je trouve que sur le fond, c'est une élection hyper importante, parce que les citoyennes et les citoyens français, souvent, ils connaissent leur maire, mais ils connaissent pas leurs députés, ou ils ont du mal à comprendre ce que fait un gouvernement. Et ça sera un test aussi, mais savoir si le RN, parce que malheureusement, la boussole aujourd'hui, c'est le RN, quelles grandes villes ils vont on n'en est même plus à savoir s'ils vont décrocher des villes, on va savoir quelles grandes villes ils vont décrocher. Oui, mais il y a aussi un test important, c'est est-ce qu'ils vont reprendre les villes qu'ils avaient déjà, enfin est-ce qu'ils vont conserver les villes qu'ils avaient déjà. Moi je pense que c'est un test important parce que on voit que le RN met en œuvre des choses totalement différentes de ce qu'il promet. Le RN dit notamment je suis un grand défenseur des services publics, alors pas des services publics pour tous, mais des services publics pour les gens dont ils considèrent qu'ils ont une origine suffisamment franco-française pour justifier qu'ils puissent accéder aux services publics. Et en fait, on voit que dans les villes qu'ils ont acquises, les villes qu'ils dirigent, les services publics sont dégradés. Ils réduisent partout les subventions aux associations qui prennent en charge des activités de services publics. Ils réduisent les ramassages scolaires, ils réduisent plein de choses. Mais ils détournent plus de 4 millions d'euros. Bref, ça c'était mon petit attaque. Non, mais c'est lié. Ouais, quand on assèche les finances publiques c'est ce que propose le programme économique du Rassemblement national, ça conduit à détruire les services publics. Et donc il faut voir si ça aura des impacts dans leur représentation locale en 2026. Bien, merci Lucie Castet. J'avais encore plein de questions, plein de sujets, l'Ukraine, Trump. Mais vous allez revenir, parce que avec plaisir. Franchement, merci en tout cas. Voilà, et puis pour cette parole libre, on sent quand les invités ne sont pas encartés, n'ont pas un mandat. Il y a plus de liberté, bizarrement. Oui, c'est vrai. Le discours, il est direct. Il est franc et direct, effectivement. On n'attend pas d'avoir le SMS du DIRCAB du ministre et tout ça, on connaît ça. Moi, j'ai l'habitude de ça. Merci en tout cas. Merci à vous. À bientôt. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM.